Alors c'est vrai que quand on regarde l'activité, les créations d'emplois, l'économie française a tenu bon jusqu'ici, mais voilà, maintenant en fermant le robinet du gaz, la Russie de Vladimir Poutine nous condamne-t-elle, c'est la question qu'on se pose, ou pas encore une fois, à la récession, que ce soit en France ou en Europe. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbo, économiste et directeur principal de l'OFCE. On a évidemment la flambée des prix de l'énergie qui ampute évidemment le pouvoir d'achat, ça a pesé, on l'imagine, sur la consommation. Et des prix derrière de l'énergie qui devraient au moins prendre 10%, nous a dit Gabriel Attal, le ministre du Budget. Tout ça donc va peser encore une fois sur l'activité, sur la consommation, avec possiblement, disent certains experts, une contraction de l'activité, là je parle de la France, vers la fin de l'année. C'est aussi quelque chose que vous redoutez ou vers lequel on se dirige? Alors, on est dans un scénario très compliqué parce que le point de départ de tout ça, c'est quand même l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui génère énormément d'incertitudes. Oui, mais sur le premier semestre, ça ne s'est pas vu. On a eu 100 000 créations de postes au deuxième trimestre en France, beaucoup plus C'est un encore. petit peu vu sur l'inflation quand même, David. Non, je parle en termes de création d'emplois, de croissance. Oui. Les chiffres sont bons Oui. sur le premier semestre. Pourquoi ça? Est-ce que ça va durer ou est-ce que les choses, voilà, il y a un tournant? Il y a un tournant qui va être réalisé parce que d'abord, il va y avoir les effets. Il y avait l'inflation déjà sur le premier semestre en France, hein. C'est pas Oui. nouveau. Hein. Oui, il va y avoir des effets retardés de l'inflation sur le pouvoir d'achat. Le problème de l'énergie, c'est que c'est une dépense qu'on ne peut pas contracter. Donc quand les prix augmentent, ça vient diminuer le pouvoir d'achat, mais ça ne diminue pas la consommation directement d'énergie. Oui, mais il y a un bouclier qui va s'arrêter d'ailleurs au 1er janvier, qui va se transformer avec des hausses de prix potentiellement de peut-être 10 ou 20%. D'une part, et puis d'autre part, on va quand même avoir un effet pouvoir d'achat qui va jouer, et qui est que les revenus qui ont été dépensés au premier semestre ne le seront pas au deuxième, et donc avec un effet sur la consommation qui risque d'être assez négatif, et un climat d'incertitude qui s'installe aussi. On était parti avec l'idée que le conflit ne durerait pas très longtemps, or là il est en train de s'installer dans la durée, avec des conséquences économiques qui sont assez fortes. Voilà, donc oui, on s'attend quand même à une fin d'année problématique, avec un impact potentiellement important de cette crise. Oui, Jean-Marc Vittori des Échos, à lire évidemment dans le quotidien, nous rappelait que cette récession, c'est la conséquence directe d'un choix politique des Européens. On a sanctionné la Russie pour son invasion de l'Ukraine et Poutine a répondu voilà, à ces sanctions en nous coupant le gaz. Ce n'est pas une récession, encore une fois, qui arrive de l'extérieur, voilà, qu'on subit, c'est un choix politique, un peu comme au moment du Covid où on a décidé de fermer encore une fois l'économie pour sauver des vies, avec l'impact que ça a eu sur l'économie. Il y a une toute petite nuance, et ça va vous donner à quel point la question de l'incertitude est importante. Il y a une toute petite nuance, c'est que c'est effectivement un choix politique, celui de sanctionner la Russie, mais on paye derrière. Hein. C'est aussi le résultat d'un conflit. C'est-à-dire que, en fait, une grande partie de l'impact qu'on va avoir, c'est lié à la réponse de la Russie à ces sanctions, et en particulier le fait d'avoir usé du gaz et du prix du gaz comme d'un instrument de rétorsion sur les pays européens. Donc oui, c'est un choix, mais c'est un choix dans un univers de conflit. Et de conflit qui n'est pas un conflit militaire de haute intensité, mais qui est quand même un conflit avec une puissance importante à nos portes, et donc qui est aussi générateur d'incertitudes. Il y avait une incertitude dans la crise du Covid, qui était le développement de la maladie. Il y a une incertitude dans la crise russe, qui est le comportement de la Russie. Donc il y a ces risques de coupure de courant, on l'a bien compris pour la fin d'année, même s'il y a un plan de sobriété énergétique qui est demandé aux Français, aux administrations et aux entreprises. On a l'envolée des coûts, la facture pour les entreprises. On a quand même vu, je crois que c'est Duralex, les verriers Arc qui se sont mis en chômage partiel, ça nous rappelle quand même des souvenirs. On a des taux qui vont remonter, on le sait demain, on en parlera juste après avec Jean-Claude Trichet. L'inflation qui est à 6%. Je reviens à ma question de départ, la récession, elle est inévitable ou pas? Il y a cette phrase que je trouve intéressante, la formule de Denis Ferrand, patron de Rexecode, qui dit « l'inflation est là, la récession est en salle d'attente ». La récession est effectivement en salle d'attente, mais là aussi, France et Europe. Comme pendant le Covid, il y a une réponse de politique économique extrêmement forte. Compte tenu des dernières annonces qui ont été faites par le gouvernement allemand, de la prolongation du bouclier tarifaire. Plan de 65 milliards d'euros. 65 milliards d'euros en Allemagne. On a en fait des réponses budgétaires pour l'année 2022 qui sont en moyenne sur les pays européens de l'ordre de 2 points de PIB. Donc ça, c'est les mécanismes par lesquels ça passe, c'est en fait un soutien très direct au pouvoir d'achat, avec un effet d'ailleurs limitateur sur l'inflation qui va faciliter la politique de la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est une réponse qui va coûter très cher en termes de déficit public et donc en termes de dette, mais qui va apporter un impact immédiat sur l'activité. Et qui peut donc nous faire éviter la récession. Et qui peut exactement nous faire éviter la récession, parce que l'année 2023 était une année portée par une dynamique forte qui était celle de la sortie du Covid. 2022.
2022, excusez-moi, elle était une dynamique forte portée par la sortie de la crise du Covid. Et évidemment, la crise en Ukraine représente à peu près 3 points de PIB qui sont perdus. Mais comme on injecte en Europe 2 points de PIB pour contrer ça, en fait, l'impact net, il sera autour de 1 point de PIB, ce qui peut nous permettre d'éviter la récession. Et donc oui, elle est de cette façon, effectivement, pour reprendre la jolie formule de Denis Ferrand, elle est effectivement en salle d'attente. Donc l'heure de vérité, c'est la fin de l'année, moment de vérité. Le moment de vérité, c'est... Pour savoir si on bascule ou pas, encore une fois, le moment en contraction de l'activité. Il sera véritablement donné par une sortie de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Ah oui, mais là, personne ne sait, là, je veux dire. Personne ne sait, et donc c'est pour ça que c'est assez difficile de dire quand est-ce que va se faire la bascule. Si le conflit avait duré 3 mois, la bascule elle serait derrière nous. Le conflit dure encore. Cet hiver va être compliqué, mais peut-être que l'hiver prochain sera compliqué aussi. Donc on n'est pas encore sorti de cette histoire. On commence à prendre la mesure de la problématique géopolitique. Mais il y a un net ralentissement. Là, pour le coup, au sortir de l'été, en France, en Europe, on est en net ralentissement. On est probablement en ralentissement. En freinage. En freinage, mais il sera relativement amorti par toutes les mesures qui sont prises. Et très probablement, la politique monétaire de la Banque centrale va rester marquée par une hausse de taux, mais elle restera suffisamment modérée pour ne pas ajouter à ce ralentissement un ralentissement supplémentaire qui pourrait nous faire basculer dans la récession. Donc, voilà, on est un petit peu sur... C'est le pari d'ailleurs du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui parle, lui, qui anticipe plus un net ralentissement de la croissance plutôt qu'une récession sur 2023. Oui, parce que c'est effectivement le scénario sur lequel on est pour le moment. Les politiques qui sont mises en œuvre visent véritablement à socialiser cette récession sous forme de déficit public et sous forme de dette future. Donc ça va avoir un impact et ça peut nous permettre de passer le cap en termes d'activité. Ensuite, il y aura une question qui sera qu'est-ce qu'on fait avec ces dettes publiques et ces déficits ensuite. Mais ça, c'est une question qui viendra plus tard. Dans un second temps, on se focalise beaucoup sur la croissance, sur l'activité, mais le juge de paix, ça reste l'emploi. Je prends l'exemple américain parce qu'ils ont eu 2 trimestres négatifs de contraction de l'activité, mais ils ont toujours entre 300 000 et 500 000 créations de postes tous les mois. C'est ça le juge de paix? Non. C'est ça le juge de paix. On dit que c'est un indicateur retardé de l'activité, je sais bien. C'est ça le juge de paix. Il y a le problème que c'est un indicateur retardé de l'activité et que l'analyse conjoncturelle, elle est quand même aussi beaucoup bruitée par la sortie de la crise Covid, où il y a en quelque sorte le retour à la normale. Enfin, ça peut paraître bizarre de parler de retour à la normale par les temps qui courent, mais le retour à la normale par rapport aux périodes de confinement et d'arrêt d'activité dans un certain nombre de secteurs, qui se traduit par une variabilité sectorielle, par exemple, qui est très importante. On a vu cet été une activité touristique en France, par exemple, extrêmement importante, malgré un ralentissement qui s'annonce. Voilà, et ça vous indique la complexité des phénomènes qui sont en jeu aujourd'hui, avec des secteurs qui se portent bien et des secteurs qui, eux, sont à la peine ou qui sont en train de subir les effets de ce ralentissement à venir, et d'autres qui sont encore portés par la dynamique positive de sortie de la crise sanitaire. Donc on mélange un peu tous ces éléments-là, et ça donne un diagnostic aux États-Unis qui le pousse à l'extrême, où on a d'un côté un marché du travail qui paraît en pleine forme, avec plutôt des tensions sur le marché du travail, et d'ailleurs avec des tensions sur le marché du travail, et puis de l'autre côté, effectivement, des indicateurs macroéconomiques, et ceux du PIB en particulier, qui sont alors mauvais. Ils sont censés se rejoindre, quand même, au bout d'un moment, non ? Ils sont censés se rejoindre, mais ça peut prendre quelques trimestres à ce que ça se rejoigne exactement. Il y a eu un excellent dernier trimestre pour l'année 2021 aux États-Unis. Il y a un acquis de croissance qui reste élevé, et donc c'est un mélange entre l'atterrissage de l'économie américaine, l'impact... Donc bref, la récession, vous n'y croyez pas en France ? Je pense que dans le conflit avec l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, et le conflit avec la Russie, les questions vont être rapidement des questions plutôt de moyen terme sur notre dépendance au gaz russe, notre dépendance aux fossiles. On a réduit de moitié, je le rappelle, les importations de gaz russe pèsent 2 fois moins qu'il y a un an en France. Ouais, on a réduit de moitié les importations, mais on joue quand même beaucoup sur les stocks et on n'a pas encore une vision très claire de comment, à moyen terme, on va pouvoir se passer, en Europe en tout cas, des consommations de gaz. Autre grand chantier. Donc, oui, c'est des grands chantiers et c'est ça qui va peser sur l'activité à partir de maintenant. On peut imaginer que la partie vraiment aiguë du trouble économique est en train de se déboucler, en tout cas
Le fait que la Russie ait coupé le gaz, en fait, lève une certaine forme d'incertitude et va permettre, par exemple, de pouvoir reprendre le contrôle sur les prix du gaz, ce qui était plus difficile auparavant. Mais on a quand même un chantier considérable devant nous, qui préfigure un peu celui de la transition énergétique et qui va quand même nous occuper énormément dans les années qui viennent. Et la question de savoir comment ça va jouer sur notre croissance à moyen terme est quand même une question très importante. Avec des prix de l'énergie qui structurellement quand même devraient rester élevés. Mais c'est un autre sujet et vous reviendrez une prochaine fois pour en parler. Merci Xavier. Merci David. Xavier Timbo, économiste, directeur principal de l'OFCE. Merci.